Bienvenue sur U2P TV, merci d'être avec nous. Nous sommes évidemment, comme chaque année, depuis le Salon des maires et des collectivités locales qui se tient à Paris. Et on va vous faire vivre finalement cet événement avec nous, avec des tables rondes, des invités, des débats, des prises de position. On va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui vous anime au quotidien et vous donner des solutions, ou en tout cas des réponses, des orientations pour pouvoir performer au quotidien. Et là, nous allons parler d'un thème qui fait beaucoup parler parce qu'il vous fragilise peut-être là où vous êtes, la mobilité et les ZFE. Quelle participation à la concertation et quels impacts pour les entreprises de proximité. Alors vous le savez, ces zones à faible émission mobilité ont été mises en place là, dès maintenant, dans une dizaine d'agglomérations en France, où la circulation des véhicules les plus polluants peut être limitée et la prime à la conversion majorée. D'ici 2025, donc, très bientôt, c'est demain, nous sommes dans 2 mois, en 2024, je vous le rappelle. Donc demain, les 43 agglomérations en plus donc de 150 000 habitants devront avoir instauré une ZFE mobilité. Mais pour les artisans et les commerçants, disons-le clairement, eh bien, c'est un peu une galère pour se garer, pour les livraisons, pour les camions frigorifiques, pour les marchés, mais aussi pour toutes celles et ceux qui œuvrent dans la street food. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, 20% des patrons possèdent un véhicule interdit dans les ZFE et 41% d'entre eux envisagent donc de renoncer à se rendre dans ces agglomérations pour travailler. C'est un chiffre quand même qui est préoccupant. On va en parler avec nos invités. Martine Berthet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice de la Savoie et maire d'Albertville. Et Aliou Sow, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale de l'automobile. Alors Aliou, j'aimerais commencer avec vous parce que évidemment ces ZFE vous concernent au plus haut point vu que vous œuvrez dans l'automobile. Comment est-ce que vous avez accueilli ces dispositions et de quelle manière elles impactent en premier lieu vos adhérents? Les accueillir, on les a accueillis avec beaucoup d'inquiétude, je pense comme beaucoup de personnes. On les a accueillis avec beaucoup d'inquiétude parce qu'on est sur un calendrier qui est extrêmement serré, qui impacte beaucoup le parc automobile. On est en France sur un parc automobile à peu près 40 millions de véhicules, un parc qui a un âge moyen qui est aux alentours de 12 ans. Donc pour renouveler ce parc, ça demande du temps, énormément de temps. Or, sachant aussi qu'on est dans un cas de figure où on met en place un dispositif où on dit que l'interdiction de vente de véhicules thermiques à horizon 2035, etc. Donc on est déjà en mouvement. Et finalement, les ZFE viennent accélérer ce processus en nous disant, à brève échéance, il y a une partie des véhicules qui ne peut plus circuler. Et là, si on regarde, même si on regarde que les critères 2 ou les critères 3, aujourd'hui, c'est plus de 60% du parc. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, la principale inquiétude qu'on a, c'est que les automobilistes en masse, ils ne puissent plus utiliser leurs véhicules. Donc, ça veut dire qu'il y a des répercussions en termes de mobilité, j'en passe pour les citoyens, mais aussi directement, nous, pour nos professionnels qui vendent et qui réparent des véhicules. Donc, c'est autant d'activités en moins. Et on a aussi des entreprises qui utilisent leurs propres véhicules pour intervenir, notamment dans les ZFE, avec des véhicules qui sont lourds, des véhicules qui sont extrêmement coûteux et qui sont impactés. Et donc on ne sait pas en 2025 comment on va pouvoir renouveler ce parc-là. Alors évidemment, au Sénat, on prend à bras-le-corps toutes ces thématiques-là et toutes ces inquiétudes aussi. Je sais que vous les entendez. Néanmoins, est-ce qu'on a l'impression qu'on n'est pas allé un chouille trop vite dans cette histoire ? Oui, tout à fait. Alors, je voudrais d'abord préciser que je ne suis plus maire d'Albertville depuis que je suis sénatrice, bien sûr. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le Sénat donc, a fait un rapport, la commission du développement durable et mon collègue Philippe Tabarot ont émis des propositions et, entre autres, une des propositions est de repousser à 2030 la mise en place donc, des 43, enfin de la totalité des ZFE, celles qui sont liées à des bassins de population de plus de 150 000 habitants. Ça, c'est évident, mais aussi la disparition des véhicules de critère 3, jusqu'au critère 3 à partir du 1er janvier 2025. Nous souhaitons avoir un délai de 5 ans de plus parce qu'effectivement, comme le disait M. Sow, il n'y a pas encore... Tout n'existe pas encore. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, on n'est pas prêt. Les constructeurs n'ont pas encore trouvé, par exemple, des camions frigorifiques totalement électriques. Les voitures électriques, vous le disiez, je crois, ça représente 2% 2% du parc. Donc, on n'y est pas du tout, techniquement.
Oui, et puis on voit bien qu'en plus sur les batteries électriques, il n'y a pas encore suffisamment de production en France. C'est pour ça qu'au Sénat, nous avons souhaité repousser également cette mise en place du tout électrique de façon à ne pas importer finalement de l'électrique qui viendrait de Chine ou d'ailleurs et qui nous donnerait un bilan carbone impossible à récupérer. Donc ça n'aurait pas de sens d'être sur le tout électrique. Et par ailleurs, j'ai participé à une mission d'information avant l'été sur les nouveaux carburants, le biogaz, l'hydrogène. Et on voit bien là aussi que les filières sont vraiment en train de se mettre en place. Ça va aller assez vite maintenant, mais en tout cas, ce ne sera pas prêt pour 2025. Il y a vraiment nécessité à repousser cette mise en œuvre à 2030. Il y a aussi quelque chose qui m'intéresse avec votre parcours, c'est comme vous le disiez, donc vous êtes ancienne maire d'Albertville, vous connaissez évidemment très bien la Savoie, qui est une région où il y a évidemment des montagnes, où les artisans, commerçants, professions libérales ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur véhicule, et puis vous avez aussi des grosses agglomérations. Dans votre territoire, ces ZFE, c'est un casse-tête ? Oui, alors donc une ZFE devrait se mettre en place sur le secteur Aix-les-Bains-Chambéry. Et là, les élus, effectivement, m'ont alerté. Alors ce sont les élus, parce que même pour eux, au niveau du transport public, c'est un problème. Ils ne peuvent pas financièrement pour les touristes également renouveler. Alors voilà, les élus qui ne peuvent pas renouveler tous les bus pour les transports publics. Et les touristes, comment est-ce que cela va se passer? En tout cas, il faut vraiment adapter ces ZFE mobilité au contexte local et aux besoins avec une concertation régionale. C'est aussi ce que nous préconisons au niveau du Sénat, mais une adaptation vraiment locale et avec des dérogations qui correspondent aux besoins locaux des territoires. Oui, ce mot concertation, c'est peut-être celui qui est le plus important en termes de mobilité et de ZFE. Je ne vais pas dire ici que la concertation n'est pas bonne, je n'oserais pas. Néanmoins, si on écoute un petit peu les présidents de fédération, et vous, Aliou notamment, vous avez l'impression de beaucoup discuter, mais de ne pas être assez entendu. Oui, il y a systématiquement la concertation, mais c'est vrai qu'en la matière, on n'est pas audible, on n'est pas entendu. Il est passé par là ce qu'on appelle nous le Dieselgate, et depuis ce moment-là, en fait, on n'est plus du tout audible. Même les constructeurs, je ne parle même pas que de nos propres fédérations, même les constructeurs, ils ont beaucoup alerté sur la fin des véhicules thermiques et l'impossibilité finalement de respecter ces échéances-là, et aussi le risque que ça représente même pour nos propres économies. Et Madame la sénatrice le soulignait, mais tout ça, en fait, on n'est pas audible. Et là, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que les constructeurs, eux, ils ont pris le virage. Ils ont pris le virage. Une fois qu'ils ont pris le virage, aujourd'hui, on leur dit aussi de continuer à la fois les véhicules électriques et les véhicules thermiques. Finalement, eux, ils n'ont pas la capacité de faire ça. Donc finalement, le danger, il est là, en fait. Le virage, il a été pris pour le véhicule électrique. C'est une certitude. On verra ce que ça donnera et on est très soucieux, en fait, de l'impact économique et social que ça va représenter. Mais dans le même temps, le parc, lui, comme je le disais, c'est que lui, il impacte nos citoyens au quotidien et lui, il a besoin d'inertie. Même quand on fait de la projection, en 2035, dans les meilleurs des cas, on aura peut-être 50% du parc qui sera composé de véhicules électriques. Ça veut dire qu'il y a 50% de véhicules thermiques. Donc quand j'entends à Paris, par exemple, en 2030, on interdit la circulation des véhicules thermiques, on se dit là, franchement, Non mais on est d'accord que ça n'arrivera pas. Il y a les annonces, il y a les annonces et il y a la réalité. Oui, et à un moment donné, quelqu'un va quand même dire non, mais en fait, on ne peut pas. Le problème qu'on peut avoir avec ça, c'est que, en fait, et c'est très souvent ça le souci qu'on a, c'est qu'on fixe des calendriers irréalistes, on finit par les repousser, mais l'impact économique, lui, il s'est déjà produit. Parce que moi, aujourd'hui, si j'ai des adhérents qui vendent des véhicules neufs, même des véhicules électriques, souvent, ils reprennent un véhicule thermique. Il y a la reprise. Mais aujourd'hui, le véhicule thermique qu'on reprend, quelle est sa valeur? Il n'a pas de valeur. Ou il a très peu de valeur. Et donc, l'impact sur notre marché est déjà là, en fait. C'est ça la difficulté qu'on a. Vous entendez évidemment ce manque de concertation, en tout cas, c'est un peu irréaliste, et je sais que vous partagez ça aussi, mais en tant que sénatrice, comment est-ce que vous portez ces idées-là, finalement, jusqu'au plus haut sommet de l'État, pour faire entendre raison? Alors nous, au Sénat, nous avons vraiment pour habitude de défendre nos territoires ruraux,
Et c'est ce que nous portons, parce qu'effectivement, si à Paris, il y a une offre, ou dans les grandes métropoles, une offre de transport en commun qui est importante, ce n'est pas le cas dans nos territoires ruraux. Les gens ont besoin de se déplacer pour aller faire ses courses, pour emmener les enfants à l'école, pour aller travailler. Et les ménages n'ont absolument pas les moyens de changer quand il y a 2 véhicules dans un ménage, parce que les 2 en ont besoin effectivement pour le quotidien, n'ont pas les moyens d'investir dans 2 nouveaux véhicules, ça c'est certain. Effectivement, Paris n'est pas la France, et de toute façon, à Paris, les professionnels ont besoin de pouvoir se déplacer. Ils ne vont pas se déplacer en transport en commun, et tous les véhicules n'existent pas encore. Donc il faut vraiment arriver à accompagner. Et on ne peut pas passer, c'est un peu trop... on pêche là-dessus en France, c'est-à-dire qu'on passe d'un extrême à un autre. On ne peut pas passer des carburants carbonés au tout électrique, ça n'est pas possible. En plus de ça, il y a toutes les bornes de recharge qui doivent être mises en place. Franchement, il faut que tout cela soit accompagné. On ne pourra pas avoir que des recharges électriques, que des véhicules électriques. Il faut beaucoup miser sur le rétrofit, et nous insistons là-dessus, pour qu'il puisse y avoir ce suramortissement vert aussi sur le rétrofit, et c'est une des propositions du rapport de la commission développement durable, à partir de 2,6 tonnes par exemple. Voilà, il faut vraiment accompagner fiscalement les entreprises, mais il n'y a pas que le fiscal, il y a aussi la réalité des choses et de ce qui est proposé techniquement, de ce dont on peut disposer. Et justement, il y a le prêt à taux zéro mobilité qui est il va où il est en expérimentation là, donc un prêt à taux zéro pour les entreprises et les ménages qui sont situés en ZFE, et qui permet donc de changer de véhicule avec un prêt, comme son nom l'indique, à taux zéro. Est-ce que c'est, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que c'est un dispositif qui peut être salutaire, qui même si on sait qu'il ne concerne pas toutes les entreprises, puisque les très petites entreprises en sont exclues, enfin bref, il y a des petites subtilités. Est-ce que c'est bien ça ? Écoutez, moi je pense que tous les dispositifs d'aide et d'accompagnement sont bénéfiques, sont bien, même si souvent il faut élargir le périmètre, mais c'est absolument nécessaire. Mais cela étant, ça ne règle pas le problème non plus, quoi. Je crois que Madame la sénatrice peut nous dire, dans le rapport, lorsqu'on questionnait les Français, la très grande majorité, ou en tout cas je sais qu'il y a au moins 50% d'entre eux qui disaient que dans tout état de cause, ils n'étaient pas en capacité de renouveler leur véhicule. Donc en fait, la problématique c'est toujours, et nous on va dire par exemple, si je vous dis 40 millions de véhicules, moi je globalise pour tout le monde, ils se vendent dans le meilleur des cas 1,8 million, 2 millions de véhicules par an, faites le calcul. Même si vous donnez toutes les aides du monde, il y a besoin de délai, il y a besoin de temps. Et ce temps-là, il est incompressible quelque part. C'est ça la difficulté qu'on peut avoir. Et après, je pense qu'il y a des professions où il y a des types de véhicules pour lesquels il faut des dérogations systématiques. Quand je vous donnais l'exemple des dépanneuses chez nous, ce sont des véhicules qu'on appelle VASP. Il suffirait que dans toutes les zones, on puisse dire ce type de véhicule VASP bénéficie d'une dérogation. L'autre chose que moi, qui m'interpelle souvent, c'est le fait de dire que c'est vrai qu'il faut adapter, mais en même temps, il faut de la lisibilité dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, on n'a pas cette lisibilité. Dans chaque zone, on a des règles différentes qui ne sont pas forcément aussi... entre guillemets, cohérente que ça, mais peut-être classer les zones en différentes catégories, 2, 3 catégories, moi je pense que ce serait suffisant, et pouvoir dire, écoutez, voilà, on a des règles de base qui sont communes. Donner de la lisibilité, permettre des dérogations pour ce type de véhicule. Vous parlez des bouchers, je pense qu'ils ont aussi des véhicules particuliers pour lesquels la dérogation peut être systématique. Donner de la lisibilité et donner finalement aussi une perspective, parce qu'il faut qu'on anticipe. Les entreprises ont besoin de temps pour investir, amortir. Quand je vous parle d'une dépanneuse, c'est minimum 100 000 euros le véhicule, et il y a des dépanneuses qui coûtent 300, 400 000 euros, voire plus. Donc là, vous voyez, un chef d'entreprise, il a quand même besoin de temps pour se projeter. Et là, honnêtement, c'est des véhicules d'intervention, d'urgence, de sécurité, etc. Ouais. Et on se demande comment ça se fait qu'on n'ait pas systématiquement une dérogation pour se faire. Justement, ça sent quand même le dispositif à dérogation. On va arriver à ce qu'en fait le dispositif soit plein de mini-dérogations et finalement que ça n'ait pas l'effet escompté. Ça, on le verra. Peut-être, Madame la sénatrice, un petit mot de conclusion pour les artisans, les commerçants, les libéraux qui nous regardent, et pour leur donner peut-être un petit peu de positif sur ce mouvement qui est salutaire. On est tous d'accord pour dire qu'il faut protéger notre planète. On n'est pas là pour dire l'inverse. On est là pour dire qu'il faut des adaptations.
Oui, alors bien sûr, il faut effectivement protéger notre planète, mais avant tout protéger la santé publique. Et c'est Si, vrai bien que sûr. ces mesures ont été faites dans ce but-là, hein. Moi qui suis pharmacien, voilà, je suis très sensible à ce côté-là. Mais je suis aussi chef d'entreprise, ou j'ai été chef d'entreprise, et je sais que l'on ne peut pas demander en cette période de difficultés. Alors, il y a les ménages, hein, la crise économique, l'inflation, donc ça tombe au plus mauvais moment. Et les entreprises qui ont déjà tellement souffert avec les crises successives que l'on vient de connaître, Covid, coût de l'énergie, et ça continue, ça n'est pas tout à fait terminé. Donc on est vraiment au plus mauvais moment. C'est pour cela que nous, au Sénat, de toute façon, nous nous battrons pour avoir, ça peut être le côté positif, nous nous battrons pour avoir un report de ces mesures. Je pense que c'est absolument indispensable, même si nous avons tous conscience que ces mesures sont nécessaires. Mais on ne peut pas en demander trop aux entreprises en ces périodes qui sont quand même déjà difficiles pour elles. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau du 2PTV pour évoquer ce thème ô combien important pour les gens qui nous regardent. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission sur U2PTV. Merci beaucoup. Eh ben super, ben oui, c'était super. Merci à vous.